Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique. Il est le proche des proches de Nicolas Sarkozy. Brice Hortefeux, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Alors, il y a plusieurs niveaux d'analyse après cette mise en examen. Il y a les aspects politiques, il y a les aspects de technique judiciaire, puis il y a la situation politique générale. D'abord, sur le qualificatif qui a été décidé par le juge Tournaire, quel est le commentaire que vous apporteriez ce matin ? Bon, il y a plusieurs commentaires, bien sûr. D'abord, il y a eu une audition. La question, c'est de savoir si c'était surprenant ou pas. Non, cette audition s'inscrivait dans une suite logique, prévisible, d'une enquête sur une affaire que l'on a appelée à juste titre l'affaire Big Malion. Ce qui est important, c'est que Nicolas Sarkozy a toujours indiqué qu'il ne connaissait pas personnellement cette société. Il l'a écrit dans son livre, d'ailleurs. Il l'a écrit, il l'a dit, il l'a répété, qu'il n'avait aucun lien avec elle. Et finalement, aujourd'hui, l'élément important, c'est que c'est précisément ce que le magistrat a reconnu clairement, ce qui d'ailleurs ne me surprend pas, mais cette décision est bien sûr très forte, puisqu'elle confirme la véracité de ce qu'a toujours dit. C'est-à-dire financement illégal de campagne, oui, mais escroquerie, abus de bien social, non. Non, mais ça veut dire, en clair, au-delà des mots, en clair, cela rappelle que l'honnêteté et la probité de Nicolas Sarkozy sont reconnus. C'est ça qui est important. Alors, après, il a été mis, c'est vrai, en examen pour la question du dépassement de son compte de campagne. C'est une décision formelle, d'ailleurs un sujet qui est connu, qui est archi connu. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur ce sujet il y a 2 ans. Et donc, simplement, ce que je crois, c'est que les décisions de la juridiction suprême de notre pays ne sont susceptibles d'aucun recours, ni par aucune autorité judiciaire. Alors, j'ai une question, j'allais dire technique, et une question qu'on peut qualifier, disons, de bon sens pour ceux qui nous écoutent ce matin. La question technique, c'est comment se fait-il dans ces cas-là qu'il y ait une ligne présidentielle qui était découverte dans le budget de l'UMP concernant la campagne de Nicolas Sarkozy de 13,5 millions d'euros, alors que dans les comptes de campagne, on trouve simplement 3 millions d'euros. Donc il y a forcément un delta, il y a forcément des gens qui étaient au courant. Écoutez, vous êtes à peu près aussi informé que moi de ces sujets, et vous savez une chose, c'est que les comptabilités désormais dans notre pays sont d'une complexité, je le vis d'ailleurs moi-même quand je suis candidat, et comment déterminer si telle ou telle dépense, en l'occurrence d'ailleurs, je crois que ça porte aussi sur des transports, des locations de train pour se rendre à des meetings. Est-ce que ça doit être assuré par la famille politique? Est-ce que c'est une partie sur la campagne présidentielle? Il y avait en même temps, vous vous souvenez, élections présidentielles et élections législatives. Est-ce qu'il y a une part qui doit être prise par l'élection législative? C'est incroyablement compliqué. Je n'ai pas eu à vivre une campagne. Sauf que Lavrieux a parlé. Lavrieux a dit, moi j'ai essayé de les prévenir qu'on était en dépassement considérable. Non, Jérôme Lavrieux a dit, si mes souvenirs sont exacts, et je vois pas pourquoi je me tromperais, a dit que précisément, à aucun moment, Nicolas Sarkozy et d'ailleurs Jean-François Copé n'étaient informés du système. Oui, mais il dit que ceux qui menaient la campagne de Nicolas Sarkozy étaient informés du dépassement, et donc l'argument qui est donné, qui est peut-être le raisonnement du juge, c'est de se dire que ce soit Villepinte, le Trocadéro ou d'autres grands meetings comme celui de Nice, le candidat ne pouvait pas ne pas se rendre compte qu'on était dans un contexte de luxe de campagne qui était complètement contradictoire avec le financement de la campagne. Non, c'est une question. Guillaume Durand, là, c'est une extrapolation parce que les faits, c'est pas ça. Et ce qui a été dit, ce n'est pas cela. Ce qui a été dit, c'est que Nicolas Sarkozy n'avait à aucun moment été personnellement informé. J'ai entendu Guillaume Tabar qui, à l'instant, évoquait Jean-François Copé. C'est d'ailleurs très exactement aussi ce qu'a dit Jean-François Copé. Dans son livre aussi. Il a dit, moi, je suis au courant de rien. Oui, mais là, en parlant de Nicolas Sarkozy, c'est très exactement ce qu'il a dit. Oui. Non, mais, si vous voulez, encore une fois, les comptabilités de campagne sont des sujets incroyablement compliqués. Franchement, si vous arrivez à vous y retrouver rapidement, je vais vous reposer ma question d'une manière, disons, plus claire, pardonnez-moi. Nous sommes dans le studio de Radio Classique, ici même. Vous voyez bien que c'est pas Hollywood, le studio de Radio Classique. Donc, Nicolas Sarkozy, quand il était à Villepinte... Je sais pas comment vous imaginez Hollywood, mais si c'est la même chose que ce que je pense, effectivement, il y a des manques. Il y a une différence. Bon, quand on a vu les grands meetings de Nicolas Sarkozy, que ce soit Villepinte ou Nice, c'était quand même des meetings somptueux. Donc, il savait bien que ça coûtait de l'argent. Il a l'habitude, ça fait des années qu'il fait de la politique. Non, mais écoutez, alors là, c'est un autre sujet. Si vous regardez le nombre de meetings
de la campagne présidentielle. Je vous le dis là aussi de mémoire. Je crois que François Hollande en a fait 37 ou 38, je ne sais plus. Nicolas Sarkozy, en gros, une dizaine de plus. Pardon si c'est un ou deux près, je mets là. Enfin, tout ça, les proportions étaient à peu près les mêmes. Donc, il n'y a pas eu tout d'un coup de folie, de meeting. Et à aucun moment, il a dit aux gens qui travaillaient pour lui, bon, allez, on met le paquet, c'est une campagne qui va être difficile, et puis on réglera ses problèmes après. Écoutez, moi, je peux vous parler de mon expérience. Oui, j'ai été tête de liste aux élections européennes sur 3 régions. La région Centre, la région Auvergne, la région Limousin. Je vous dis, quand on est candidat soi-même, eh bien, on se concentre sur ce que l'on a à dire, sur ce que vont partager, la manière dont on veut convaincre. On se préoccupe des recettes, bien sûr, parce que c'est un sujet. Et à la fin de la campagne, j'ai reçu mon équipe, le trésorier, le mandataire, et je leur ai dit, voilà, les comptes sont bien, les comptes sont tenus, vous me le garantissez, voilà, et j'ai signé le document. C'est comme ça que ça se passe. Je vous parle de mon expérience personnelle. Je dis pas que c'est comme ça que ça s'est passé pour tous les autres et pour Nicolas Sarkozy. Je vous dis comment je l'ai vécu. Et en tout cas, c'est extrêmement compliqué. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est que à la suite de la décision du magistrat d'hier, de rappeler, de démontrer, de souligner en plaçant sous le terrain de témoin, sous le statut de témoin assisté, il est dit clairement que Nicolas Sarkozy n'est pas concerné par l'affaire Big Malion. Il y a un sujet qui est connu, c'est celui du dépassement de campagne. Est-ce que vous considérez que les magistrats ont contre Nicolas Sarkozy une dent particulière depuis le mur des cons? Et n'oublions pas que Tournaire est quand même celui qui a mis en examen dans l'affaire Azibert aussi. Donc est-ce que ce monsieur Tournaire, je sais que c'est une question complexe, je vous dévisage. Est-ce que ce monsieur Tournaire a envie de se payer Nicolas Sarkozy? C'est clair et net. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que jamais, à ma connaissance, la situation d'un homme public n'a été autant disséquée, décortiquée, passée au microscope, et que finalement, quelque part, ça peut être demain une force. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en ayant démontré progressivement à chaque étape son innocence, vous avez rappelé certains de ces épisodes, je pense que ça le rendra plus fort. Est-ce que ça veut dire que justement il va se déclarer? C'est-à-dire, est-ce que vous lui conseillez, puisque vous êtes l'un de ses proches, peut-être le plus proche des proches, de déclarer sa candidature aux primaires en sortant de cette mise en examen, plutôt que d'attendre, comme c'était prévu, encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois? La décision d'une candidature à l'élection présidentielle est extrêmement grave. C'est une décision qui est une décision personnelle, donc je ne sais pas quelle est la décision de Nicolas Sarkozy, et je ne sais pas quel est son calendrier. Je peux en revanche vous dire, oui, ce que je pense. Je pense qu'il devrait être candidat. Pourquoi devrait-il être candidat? Pas pour ajouter une ligne. Le chef de l'État, c'est fait. Il l'a déjà, cette ligne. Simplement, nous sommes dans une situation extraordinairement difficile sur le plan national. On se rend compte de la débâcle idéologique, débâcle économique, débâcle social de ce gouvernement. Et nous avons besoin d'hommes qui aient à la fois la légitimité, Nicolas Sarkozy, là, puisqu'il a été élu chef de l'opposition, la crédibilité et l'autorité. Donc vous êtes pour l'accélération du rythme? Non, je suis pas pour l'accélération. Je suis pour qu'il soit clairement candidat à l'élection présidentielle, mais sa décision, naturellement, ne relève que de lui. Et la petite phrase de Jean-François Copé que nous commentons tout à l'heure, jamais je n'aurais envisagé d'être candidat aux primaires si j'avais été mis en examen. C'est ce qu'il a dit l'autre jour, donc en parlant donc aux 20h de France 2, c'est quand même un coup de pied de l'âne. À qui? Parce que, à ma connaissance, Nicolas Sarkozy n'est pas le seul candidat dans notre vie publique qui ait été mis en examen. Et pourquoi? Tout simplement parce que la mise en examen, c'est un acte de procédure, que la procédure ne compte que par sa conclusion, et par définition, nous ne la connaissons pas. Donc, bien sûr... Donc vous ne voyez pas à travers cette phrase de Copé quelque chose qui serait désagréable pour Nicolas Sarkozy? Je pense que Jean-François Copé a dit sans doute ce qu'il pensait, mais que ça ne vise pas exclusivement Nicolas Sarkozy. Ça, mais à un moment ou à un autre... si la justice... D'abord, il y a un problème de calendrier avec la justice. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quand la décision éventuelle de poursuivre encore ou au contraire de donner un non-lieu va intervenir. Mais c'est pour ça que je vous dis, Nicolas Sarkozy, à juste titre, est très serein, qu'il fera valoir le droit, et comme que tout Français, il a droit au droit. Et donc, attendons la conclusion d'une procédure, parce que c'est ça qui est intéressant. Tout le reste, ce n'est que de la musique. Et est-ce que Big Malion, ça sera justement au cœur des débats de cette primaire si Nicolas Sarkozy est candidat? À un moment, ça va être abordé. En tout cas, précisément, le magistrat a indiqué hier clairement, en plaçant sous le statut de
témoins insistaient, eh bien, que Nicolas Sarkozy n'était pas concerné par cette affaire Pygmalion. C'est l'élément important, à mon avis, à retenir. La presse de ce matin remarque qu'il était en train de remonter légèrement dans les sondages et que c'est le Parisien qui le dit. Ça correspond quand même à une sorte de coup d'arrêt politique. Alors ça, c'est l'autre version de Brice Hortefeux que je reçois ce matin. C'est l'analyste politique, l'homme qui appartient justement aux Républicains. Est-ce que vous pensez que c'est quand même une très mauvaise affaire pour lui? Mais quelle est la situation? Là, je parle d'un point de vue politique, pas technique. Écoutez, moi j'observe les faits, les analyses sont toutes intéressantes, mais j'observe les faits. Nicolas Sarkozy publie un livre qui est un formidable exercice de vérité et qui est d'une démonstration aussi d'ailleurs d'humilité, puisqu'il le reconnaît, il admet, il souligne, il explique tout ce qu'il n'a pas pu mener, ce qui a été initié, mais qui n'a pas forcément abouti. Deuxième élément, Nicolas Sarkozy, sur un sujet précis, qui est celui de la déchéance de la nationalité, a été particulièrement responsable en indiquant que, ayant été favorable à la déchéance de la nationalité, ce n'était pas parce que c'était François Hollande qui l'a proposé qu'il fallait la contester et la rejeter. Il a été, deuxième étape, suivi par la majorité, la très large majorité du groupe parlementaire de sa famille politique. Troisième élément, vous évoquiez les enquêtes d'opinion, les difficultés. J'observe là aussi que nous en sommes à la troisième enquête d'opinion consécutive dans laquelle Nicolas Sarkozy, effectivement, donc il n'y a pas de coup d'arrêt, je vous pose la question. Donc je ne crois pas au coup d'arrêt. Le tweet d'Alain Juppé, qui était plutôt chaleureux, puisqu'il parlait d'amitié, vous considérez que c'est d'une grande hypocrisie, ou c'est sincère? Eh bien écoutez, je suis peut-être naïf, mais je pense que c'était sincère. Alain Juppé est lui-même passé par ces étapes, il a été d'ailleurs mis en examen, il a été condamné, il a assumé et il a quelque sorte payer sa dette à la société, et donc Alain Juppé, en s'exprimant ainsi, je crois tout à fait à cette marque d'amitié. Depuis hier, nous changeons de sujet, Brice Hortefeux, nous sommes dans l'état d'urgence prolongé. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne situation pour la France, vous qui avez été ministre de l'Intérieur? Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. L'état d'urgence se terminait, je crois, le 26 février. Les difficultés de notre pays, les menaces terroristes de notre pays justifient que cet état d'urgence soit prolongé. Vous savez, et on connaît maintenant un certain nombre de données, un certain nombre de chiffres. Il y a 8250 Français qui sont été suivis au mois de recensés, suivis au mois de décembre comme étant radicalisés. Il y en avait un peu plus de 4000 simplement au mois de mai. Donc ça signifie que la menace, naturellement, est permanente. Est-ce que vous considérez, comme l'ont dit un certain nombre de familles de victimes lors de la commission d'enquête, que tout n'a pas été fait entre les attentats de Charlie Hebdo et le Bataclan? Je trouve qu'il y a eu beaucoup de mots, mais en réalité une grande inertie. Et que ce n'est pas cela exclusivement, bien sûr, qui est responsable du drame qui a été vécu, mais entre le mois de janvier, où il y a eu une émotion et des mots forts qui étaient d'ailleurs indispensables, et la fin de l'année, je trouve que entre les mots et les actes, il y a un écart qui était trop grand. Dans le livre de Nicolas Sarkozy que vous évoquiez tout à l'heure, il y a cette idée qu'il développe, qui est celle d'un quinquennat piégé. C'est-à-dire que ça va tellement vite que quand vous prenez une crise mondiale ou deux crises mondiales financières, c'est très compliqué à la fois de respecter le programme qu'on a promis aux Français et en même temps de lutter contre la crise. Est-ce qu'il a été victime de lui-même ou du quinquennat? Il a été victime de la plus grasse crise que nous ayons connue depuis 1929. Mais si vous observez la quasi-totalité de ce qu'il avait promis dans la campagne de 2007, a été initié, a été engagé, et même au-delà, puisqu'il n'avait pas parlé de la réforme des retraites, et que lui, il a fait la réforme des retraites. Mais ce qui est certain, c'est que ça s'est à un moment donné brisé sur une crise qui n'était pas une crise française, qui n'était pas une crise européenne, mais qui était une crise mondiale. Et donc cet élan a été stoppé. Mais quand il écrit lui-même, à un moment, à propos évidemment d'une phrase célèbre, j'ai abaissé la fonction présidentielle. Alors à la fois c'est un aveu de grande sincérité, puisqu'il l'écrit dans le livre, mais en même temps vous imaginez bien que pendant la primaire, tout le monde va lui ressortir cette phrase, et ses opposants aussi. Je ne parle pas simplement de ceux qui sont à l'intérieur des Républicains, mais même les autres. S'il le dit, c'est que c'est vrai qu'il a abandonné. Mais bien sûr que c'est s'il le reconnaît. Encore une fois, moi, en 2012, j'entendais les uns, les autres expliquer qu'il y avait un droit d'inventaire, un devoir d'inventaire. Et j'avais toujours considéré que celui qui était le mieux placé pour le faire, le devoir d'inventaire, mais cette phrase est quand même... c'était par définition lui-même. Et c'est pour ça que ce livre est un exercice d'humilité, parce que c'est très difficile de reconnaître que tout n'a pas été accompli. C'est très complexe d'admettre que l'on a commis des erreurs. Et Nicolas Sarkozy est suffisamment fort et a suffisamment d'autorité personnelle précisément pour pouvoir reconnaître quand il a commis des erreurs.
On a le sentiment que quand il est revenu en politique, je me souviens, c'était un entretien donné sur France Télévisions, il avait envie de dire des choses aux Français, puis et il était face à Laurent Delahousse, si ma mémoire est bonne, et on a l'impression que ce qu'il avait envie de dire, il ne l'a jamais dit. C'est-à-dire qu'il y a toujours une sorte d'ambiguïté dans la relation entre Nicolas Sarkozy et les Français. Certains le trouvent détestable, d'autres sont quasiment amoureux de lui. On a vu ça récemment. Qu'est-ce que c'est que cet état particulier des relations d'un homme politique avec son pays ? C'est ce qui est certain, c'est que Nicolas Sarkozy n'est pas un personnage lisse. Il n'est pas aseptisé. Et donc, il s'est suscité des engagements, parfois même d'ailleurs des passions, et c'est aujourd'hui encore démontré. Si vous étiez au Conseil national de notre famille politique... Mais vous qui connaissez mieux que personne, ça lie à quoi, ça ? Mais parce qu'il nous suscitons une certaine forme, enfin ceux qui m'écoutent, une certaine forme d'indifférence. Il y en a la moitié qui veulent l'embrasser et l'autre moitié qui veulent lui foutre des claques. Ça, c'est sûr que c'est pas une personnalité neutre qui laisse indifférent. Mais parce que sans doute, il dit les choses telles qu'elles sont. Mais moi, ma conviction, je le connais, vous l'avez rappelé depuis très longtemps, d'ailleurs, ça va faire 40 ans maintenant. Donc, moi, j'ai toujours considéré que Nicolas Sarkozy n'était pas un homme public comme les autres. Et quelque part, il était un marginal de la vie publique. Un marginal. Pourquoi un marginal ? Parce qu'il ne respecte pas les codes de la vie publique. Il ne respecte pas les règles, les coutumes, les habitudes, les pesanteurs qui existent dans la vie publique depuis des années. Et donc, vous considérez que c'est un avantage plutôt qu'un défaut ? Et en tout cas, moi, ça explique en grande partie mon engagement à ses côtés. Il n'est pas dans les codes. Merci beaucoup. Donc, Brice Hortefeux d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Je rappelle que vous avez été ministre de l'Intérieur. Il est 8h30. Nous allons recevoir tout à l'heure un autre personnage important de la vie publique en France, Marc Trévidic, l'ancien juge antiterroriste, qui publie un roman, mais ce roman est très proche de la vérité.